Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous reviendrons avec le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale sur la conférence diplomatique. Laurent Anselmi nous expliquera l'importance de ce rendez-vous. Les essais libres du Grand Prix historique se sont déroulés aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés ce soir à ces passionnés d'automobile qui participent à cette 12e édition. Et puis vous l'avez peut-être suivi aujourd'hui, décollage réussi pour Thomas Pesquet et son équipe pour rejoindre l'ISS. L'occasion pour nous d'aborder les ambitions de Monaco dans ce domaine et plus particulièrement dans le lancement de satellites. Nous en parlerons avec André Saint-Bleu, administrateur d'État de Monacosat SAM. Mais tout d'abord, rejoignons Frédéric Hélion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, on débute avec les annonces du Premier ministre français, Jean Castex, hier, qui concernent notamment le département voisin des Alpes-Maritimes. Bonsoir Émilie, le gouvernement français a présenté hier la première phase du déconfinement lors d'une conférence de presse. Première étape dès lundi prochain, le 26 avril, avec la réouverture des écoles. Pour les élèves des classes de crèche jusqu'au CM2, ce retour se fera en présentiel dans leur salle de classe. Pour les collégiens et lycéens, les cours seront à distance avant un retour progressif en présentiel à partir du 3 mai. Jean Castex a également annoncé que les restrictions de déplacement en journée seraient levées dès le 3 mai. Le gouvernement français travaille à une réouverture des terrasses, des commerces et de certains lieux culturels pour la mi-mai. Nous vous en parlions hier, le 22 avril correspond à la Journée de la Terre. La Principauté a d'ailleurs participé à une prestigieuse visioconférence aujourd'hui en lien avec le Earth Day. À l'invitation de John Kerry et à la demande du prince Albert de Marie-Pierre Gramaglia, a participé ce vendredi midi au sommet sur le climat organisé par le président américain, un événement qui s'est déroulé en visioconférence. Chaque État invité a pu faire une intervention d'environ 2 minutes. Et on termine par la participation de Monaco à une conférence sur l'interdiction des armes chimiques, Frédéric. Une délégation monégasque menée par Isabelle Béraud-Amadei, accompagnée de Jean-Philippe Bertani et Joanne Demiloter-Azzani, a participé aux travaux de la 25e session de la conférence des États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques à La Haye, aux Pays-Bas. La Principauté de Monaco est membre fondateur de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques depuis le 29 avril 1997, une organisation qui œuvre à l'élimination des stocks d'armes chimiques et encourage l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques. Merci Frédéric. Retour à présent sur un des temps forts de la vie diplomatique de la Principauté. La conférence diplomatique s'est clôturée hier. Elle permet chaque année de faire le point sur la vie de chaque ambassade, mais également d'évoquer la feuille de route de l'année 2021. Pour en parler, nous sommes ce soir avec le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. Bonsoir Laurent Anselmi. Bonsoir. Il s'agissait de votre première conférence diplomatique, une conférence qui a eu lieu à distance en raison de la crise sanitaire. Effectivement, nous avons utilisé les moyens qu'offre la technologie pour rassembler, échanger avec nos ambassadeurs. L'an dernier, nous ne l'avions pas fait et nous avons considéré cette année que c'était nécessaire. Alors, bien évidemment, ça ne remplace pas dans le monde diplomatique une réunion en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais néanmoins ça a permis un véritable échange avec les ambassadeurs, un échange qui est très utile. Pourquoi? Le corps diplomatique de la Principauté est très important. Nous avons 16 ambassadeurs, c'est-à-dire beaucoup moins que d'autres pays. J'allais dire ce qui est rare est cher. Et moi, je considère que notre politique étrangère doit vraiment s'appuyer de manière substantielle sur les ambassadeurs. Et quelle a été l'implication du corps diplomatique dans ce contexte si particulier de crise sanitaire? Alors, le corps diplomatique a eu fort à faire. Il a eu fort à faire parce que d'abord, il a dû s'organiser, et s'organiser, je dirais, vitesse grand V. Ils ont fait ça de manière tout à fait satisfaisante, dans les délais contraints. À côté de ça, bien entendu aussi, ils ont participé par les moyens technologiques aussi, le suivi de nos relations, que ce soit bilatéral ou en multilatéral.
Oui, la continuité des relations internationales de la Principauté n'a pas pour autant faibli depuis le début de la crise. Pas du tout, pas du tout. On a dû évidemment se réinventer, quoique nous avons quand même depuis la dernière conférence diplomatique tenu 7 journées d'accréditation, 23 nouveaux ambassadeurs, 4 nouveaux ambassadeurs de la Principauté ont été nommés, dont 3 femmes, et notre ambassadeur à Paris, Christophe Senner, a été accrédité auprès de la Principauté d'Andorre. Nous avons aussi noué des relations diplomatiques avec 3 nouveaux pays, de mémoire l'Éthiopie, Madagascar et la Grenade. Donc, bon, vous voyez, les choses ont suivi leur cours. Et cette conférence diplomatique est l'occasion également d'exposer les thématiques de 2021. Globalement, quels sont les enjeux, les grands rendez-vous de cette année? Nous allons avoir un certain nombre d'événements dans le cadre de l'ONU, de l'OMS, qui se feront en format virtuel. Deux événements qui sont programmés pour l'automne le seront en présentiel. Je pense au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie, à Djerba, auquel devrait prendre part le prince souverain juste après la fête nationale, le 20 novembre. Et puis également au mois de novembre, la COP26 en Écosse, à Glasgow. Il y a un point quand même que je voudrais soulever qui n'a pas vraiment à voir avec la vie diplomatique, mais qui est un élément important de notre politique internationale, qui est la coopération. La coopération, vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est le bras armé pacifique de la politique étrangère monégasque. Et la coopération aussi est un peu dans les starting blocks pour repartir dans des zones qui ne sont pas faciles. Puis vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad, qui n'est pas un pays de coopération, mais enfin qui est dans la bande sahélienne où nous intervenons. Donc la coopération aussi a dû se réorganiser. Bon, ils avaient l'habitude quand même pas mal de travailler en télétravail, mais pour eux aussi, ce n'est pas facile. Eh bien, merci beaucoup Laurent Selmy d'avoir été avec nous ce soir au lendemain de cette conférence diplomatique. Merci à vous. Le Grand Prix historique de Monaco 2021 a débuté aujourd'hui avec les essais libres. Frédéric Hélion a suivi la première journée mouvementée de l'un des collectionneurs venus rouler sur le mythique circuit monégasque. Voyez son reportage réalisé avec Thomas Deus et Louis Borgia. Originaire de Marseille, Thierry Chanoine est un habitué du Grand Prix historique de Monaco avec déjà 5 participations à son actif. Pour sa 6e expérience en principauté, il n'a pas connu une matinée de tout repos et n'a pas pu rouler lors des essais libres de vendredi matin à cause d'un pépin mécanique. Un clapet de fermeture du méthanol, ils ont trouvé qu'il y avait ce clapet qui suintait. Et comme c'est du méthanol, que c'est une matière un peu dangereuse, qui est très, très positive pour la voiture, qui lui donne la puissance qu'il faut, mais malheureusement un peu dangereuse et inflammable, ils ont préféré me demander de supprimer et de chanter ce clapet. Commence alors une course contre la montre alors que tous les autres pilotes des différentes séries roulent sur le circuit. Thierry doit trouver une pièce puis procéder à la réparation afin de pouvoir reprendre le volant de sa voiture unique, une Riley Dobbs de 1935. En 1935, un pilote anglais qui s'appelle Hector Dobbs a pris une Riley d'origine et à l'usine, directement à l'usine, et en a fait sa voiture de course. Et cette voiture, elle a un historique extraordinaire depuis 1935. Donc d'abord avec Hector Dobbs, avec des participations à ce qu'on appelait à l'époque les Grands Prix. Donc c'était sur les circuits de Goodwood, en Angleterre essentiellement. Et puis elle est arrivée dans une famille anglaise il y a un peu plus de 60 ans, qui s'appelait la famille Davy. Et moi je l'ai depuis 15 ans. Voilà. Une fois la réparation effectuée, dernière étape, obtenir le feu vert des commissaires. On allume le moteur, il faut vérifier que le clapet ne fuit plus. Le test est concluant et Thierry Chanoine pourra participer aux essais qualificatifs demain matin. Désolé de vous avoir embêté, mais c'était pour vous. Bon ben Thierry, bonne nouvelle, vous allez pouvoir rouler demain du coup. Voilà, on vient de me donner le blanc-seing, exactement. Qualif direct. Ben, écoutez, ça dure 25 minutes, on va faire une dizaine de tours. On va commencer doucement et puis on va essayer d'accélérer au fur et à mesure. On verra bien. Merci Thierry. Mais de toute façon, on est là
pour prendre du plaisir. Le reste, c'est des épisodes. C'est un bon souvenir finalement puisque ça se termine bien. Rendez-vous à 9h30 samedi matin pour voir tourner Thierry Chanoine et tous les concurrents de la série A au volant de voiturettes de Grand Prix et d'avant-guerre. Et le retour des Grands Prix en principauté après une année blanche permet d'entrevoir un retour à la vie normale. Partagez-vous cet avis? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir, propos recueillis par Vanessa Dessy. Ça fait du bien. Déjà, on était un peu avantagés par rapport à la France. C'est vrai, on avait les petits restaurants sur le temps de midi, mais ça fait du bien pour les enfants aussi de pouvoir reprendre et aller au restaurant le soir, aux terrasses. Voilà. Écoutez, je faisais la réflexion ce matin. J'étais même content de faire la queue derrière les voitures. Ah, mais ça m'évoque le passé, c'est normal, hein. C'est logique. Un bien-être, ouais. Une joie de revivre, parce qu'on était vraiment... Moralement, on n'était pas bien. On va voir se retrouver, discuter surtout. Ce contact qui nous manquait beaucoup, la discussion. On a hâte de reprendre un peu nos activités et de reprendre notre train de vie d'avant et de sortir et de profiter. Ah ben c'est très agréable, oui. Je me disais ce matin, en arrivant sur le marché, j'entendais le bruit des voitures historiques et je retrouvais mon Monaco, quoi. Avis unanime donc. Vous l'avez peut-être suivi en direct aujourd'hui, Thomas Pesquet et 3 astronautes ont décollé vers la Station spatiale internationale pour une mission d'une durée de 6 mois. Ce voyage s'est réalisé à bord d'un vaisseau conçu par SpaceX. La principauté avait d'ailleurs fait appel à cette société américaine pour lancer son premier satellite dans l'espace. L'occasion de se remémorer ce lancement qui a eu lieu il y a 6 ans maintenant avec l'administrateur d'État de Monacosat SAM. Bonsoir André Saint-Bleu. Bonsoir Émilie. Entendre le nom de SpaceX doit évoquer beaucoup de souvenirs, notamment ceux de 2015 en Floride. Ah oui, tout à fait. Quand nous sommes allés pour voir le premier lancement du satellite sur la position orbitale de la Principauté de Monaco, qui a eu lieu à Cap Canaveral avec la ministre de l'Environnement et du Développement. Et depuis, ce satellite se développe et fournit des services, je pense, à une dizaine de pays de télécom, dont principalement le Turkménistan. Donc ce satellite, Monacosat, est toujours actif? Monacosat 1 est toujours actif. Et il a encore une durée de vie théorique de 8 ans, et peut-être plus, puisqu'en général, au-delà de la période garantie, il dure un peu plus d'années. Alors vous avez dit Monacosat 1. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir Monacosat 2? Et tout à fait, puisque la principauté a décidé de lancer 2 autres satellites qui seront plus petits, donc qui correspondent en termes de volume à peu près à la moitié de celui qui a été lancé en 2015. Et c'est des satellites de télécommunication toujours, qui ont plusieurs caractéristiques. D'abord, ils sont beaucoup plus performants, normal quelques années après. Et aussi, ils sont beaucoup plus propres, puisqu'ils ne contiennent plus de liquide de propulsion, mais uniquement des batteries avec des panneaux solaires qui permettent de les déplacer selon les nécessités. Et quand leur lancement est prévu? C'est en novembre, juin et octobre 2024. Et on a déjà signé, par contre, le contrat pour le lancement sur la fusée SpaceX 9. Et le lancement aura lieu aussi depuis la Floride, comme en 2015? Ça, on n'en est pas sûr, parce que ça dépend du programme de SpaceX. On est garanti de la date, on est garanti d'éventuellement un compagnon au satellite, puisque c'est des petits satellites et qu'il y a un compagnon qui part avec eux. Mais ça peut être, ils ont une 2e base au Texas et une 3e en Californie. La majorité des lancements se font en Floride, mais on n'est pas garanti de ça encore. C'est un projet mûrement réfléchi. Il a fallu du temps entre le lancement de Monacosat 1 et le projet Monacosat 2. C'est un long processus, André Saint-Bleu? C'est un long processus pour plusieurs raisons. D'abord, il faut vérifier que le marché est là. Et deuxièmement, la position orbitale de la principauté, elle l'utilise avec un premier satellite, donc elle l'a gardé. Et beaucoup de pays n'ont pas gardé leur position orbitale et donc aujourd'hui sont en demande, principalement pour répandre l'Internet dans leur territoire, où c'est plus efficace avec un satellite qu'avec du sol et des fibres. Oui, c'est important pour Monaco de se positionner sur ce secteur? Exactement, puisqu'il y a Monacosat qui va lancer les satellites. Il y a aussi notre partenaire SSI qui travaille pour SpaceX dans le domaine du vol habité. Et il y a aussi
une autre petite société qui s'appelle OSM et qui fabrique des nanosatellites. Donc Monaco est très actif dans ce domaine et c'est très très bien, d'autant plus que plus on va, plus les satellites sont propres et par rapport à ce qu'était la journée hier de la journée de la Terre, on est tout à fait en phase. Merci infiniment André Saint-Bleu d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir offert la primeur d'annoncer le futur lancement de Monacosat 2. Merci beaucoup. Merci Émilie. Du confinement à la restriction des déplacements, la crise sanitaire a fait émerger de nouvelles formes de solidarité. Exemple avec cette toute nouvelle association monégasque fondée par des lycéens de la Principauté. Elle s'appelle Dites-nous et s'adresse aux seniors. Présentation dans ce reportage. Ils s'appellent Sacha, Clara, Johan, Laura, Cassandra et Thomas. Ensemble, ils ont créé l'association Dites-nous, une association destinée aux aînés monégasques. Ils proposent gratuitement leurs services pour lutter contre l'isolement des seniors et entretenir les liens intergénérationnels. J'ai donc voulu, à la suite du confinement, m'investir avec mes amis pour pouvoir les aider un maximum et leur rendre l'appareil. C'est-à-dire que comme au restaurant, on a souvent maintenant les QR codes et les personnes âgées ne savent pas trop ce que c'est. Donc j'ai eu l'idée de faire voilà, des services comme l'enseignement des nouvelles technologies et bien d'autres comme la promenade des chiens ou bien également des jeux de société et bien d'autres services que nous proposons. Raphaël a immédiatement été séduit par les missions de l'association. Parfois dépassé par les nouvelles technologies, il peut compter sur le soutien de ces jeunes touche-à-tout pour l'aider à mieux comprendre les outils numériques. Je suis vraiment heureux de voir des jeunes comme ça qui s'engagent par rapport aux seniors comme moi et d'autres bien sûr qui ont des problèmes pour travailler sur le portable parce qu'en général quand on est à la maison on travaille mieux sur l'ordinateur. Sincèrement je suis heureux de connaître Sacha et puis l'équipe et je leur souhaite vraiment une très belle réussite et qu'ils continuent, bravo. Dites-nous est composé aujourd'hui de 6 membres actifs. Ils comptent sur le bouche à oreille pour faire connaître leur association. On a créé un compte Instagram et le but c'est que les personnes de notre âge puissent contacter les personnes plus âgées, donc de leur entourage et juste faire parler de l'association. On a aussi posté sur Facebook, on a distribué des flyers dans les bureaux de tabac, aux concierges et dans les pharmacies afin de se faire connaître. Et dessus il y a écrit quelques-uns de nos services et il y a nos contacts, il y a nos numéros de téléphone. Et on répond toujours quand on nous appelle. Et au-delà des services que l'association propose, ces jeunes lycéens de Monaco ont pour objectif également de sortir un livre. Au gré de leur rencontre grâce à Dites-nous, ils veulent recueillir le témoignage de ces seniors, leur mémoire, leurs souvenirs de jeunesse, pour que tout reste par écrit. Un ouvrage qu'ils baptiseraient « Chronique de nos aînés ». Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour la journée de samedi, Frédéric? Toujours du soleil, Émilie, mais un voile nuageux fera son apparition en deuxième partie de journée. Côté thermomètre, il fera 13 degrés le matin et 20 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h31 pour se coucher à 20h25. Samedi 24 avril, nous fêterons les fidèles. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte comme à l'accoutumée en images avec les photos de Michael Alési du Grand Prix historique. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct tous les essais qualificatifs à partir de 8h30 demain sur notre antenne ainsi que toutes les courses dimanche. Quant à nous, on se retrouve demain, samedi, pour une nouvelle édition où nous recevrons notamment un champion du monde, Djibril Sidibé. Nous évoquerons avec lui la saison palpitante de l'AS Monaco. Très belle soirée à tous.